à tous et bienvenue dans cette édition française. Les trois chefs d'institution, celui du Congrès de la Transition, le Conseil supérieur de la Transition et le Comité militaire pour la défense nationale ont invité les politiciens à signer dès que possible la feuille de route. Les détails sur un point de presse qui s'est tenu au Carlton avec Jean-Émile Amégousson et Safi Dendjemapinto. Nos trois chefs d'institution ont fait face en début de soirée aux membres de la presse nationale ici au Carlton. Le temps de dénoncer les menées signées Ravalomanana Shisano. Nous écoutons à ce propos la déclaration du général Rabarsoa Rantou au nom du trio général Rasulsoa Dorin, Raharnaï Vandenatouandou et lui-même. Le 16 février 2011, M. Shisano a envoyé aux différents acteurs politiques malgaches une lettre présentant la version amendée de la feuille de route élaborée par la SADC. Il a bien été stipulé dans cette lettre que la dite feuille de route incorpore les contributions et amendements des groupements politiques malgaches. Elle a été élaborée sur la base de tous les documents principaux produits jusqu'à maintenant, ainsi que sur la base des consultations approfondies conduites avec les principaux acteurs politiques malgaches, la société civile et la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle la plus grande partie des acteurs politiques ont manifesté leur volonté d'adhérer à cette feuille de route et de la signer. Or, le communiqué du 26 février relatant la rencontre entre M. Shisano et M. Ravalomanana à Sampon en Afrique du Sud remet totalement en cause l'esprit et le processus de la dite feuille de route accepté par tous. Du fait que, premièrement, M. Ravalomanana lui tout seul, ou avec M. Zafelbert, n'a en aucun cas un quelconque pourparler ou une quelconque légitimité, en tout cas pas un droit de veto pour décider de modifier le processus en cours. Deuxièmement, le fait d'inventer une différenciation entre signature de la déclaration de participation aux négociations et signature de la feuille de route constitue non seulement une manœuvre dilatoire pour gagner du temps, mais encore un rejet pur et simple de toutes les actions malgaches menées jusqu'à ce jour et de la feuille de route déjà qualifiée de viable par M. Shisano. Troisièmement, l'idée de réunir encore un sommet des anciens chefs de mouvance démontre une volonté manifeste de faire durer indéfiniment la crise déjà insupportable pour le peuple malgache. Cela confirme aussi l'intention de rejeter la feuille de route. Et quatrièmement, le fait de prévoir encore des réunions sur des questions et conditions de mise en œuvre de la feuille de route prouve une bonne fois pour toutes que les marchandages politiques puérils tendant à favoriser les intérêts personnels des anciens chefs d'État prennent le pas sur le désir de toute la nation à sortir enfin de la crise. De tout ce qui précède, nous, chefs d'institution signataires de la présente déclaration, demandons à tous de procéder instamment à la signature de la feuille de route du 16 février 2011 et de se préparer aux échéances électorales à venir, et tout ça dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous nous attendons tous à un impact positif de cet appel auprès de nos politiciens. Et puis aussi un communiqué de presse concernant les enquêtes préliminaires sur l'affaire Radio Nikas. Selon les termes de l'article 11 de la Constitution de la 4e République, tout individu a droit à l'information. L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. D'ailleurs, les pratiques courantes établies depuis toujours en matière de maintien de l'ordre public et de la sécurité ont amené les enquêteurs judiciaires à informer le grand public, soit par voie de conférence de presse, soit par le truchement d'un communiqué de presse, de certains points forts du déroulement des enquêtes qu'ils ont menées sur une affaire donnée. La direction de la sécurité du territoire, ou DST, rattachée à la présidence de la Haute Autorité de la Transition, est chargée des enquêtes judiciaires relatives à l'affaire dite Radio Nikas. Outre les arrestations
de personnes impliquées dans cette affaire et qui ont déjà fait l'objet de précédents communiqués de presse. D'autres évolutions frappantes viennent également d'être notées dans le cadre des mêmes enquêtes judiciaires. De ce fait, jouant pleinement le jeu de la transparence, la direction de la sécurité du territoire tient à informer le grand public de l'aveu circonstancié et enregistré fait ce lundi 28 février au milieu de la journée par Demoiselle Tantel, qui est responsable du centre d'orphelinat de la FGKM Topaz à Mbuntimble, est déjà placée en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Dans un premier temps, elle a déclaré que ce fut Naïv, un de ses complices, qui l'aurait contacté par téléphone pour l'enjoindre à accepter l'installation de la radio Ngas dans les locaux du centre d'orphelinat dont elle est en charge. Néanmoins, elle a fini par avouer, circonstances détaillées à l'appui, que ce fut le pasteur Lara Rasendraas, la présidente de la FGKM et actuelle présidente en exercice de la FFKM, qui l'a téléphoné pour l'enjoindre à accepter l'installation de la radio Nikas dans les 10 locaux. Ainsi, toujours après ses aveux, Demoiselle Tantel a révélé que ce fut Louvar Kotnirine, ex-député Tim Damboucht, Slav, journaliste de Radio Nikas, et Sat, un autre journaliste de Radio Nikas, qui ont procédé à l'installation technique de cette station de radio pirate sur le lieu. Radio Pirate qui a ainsi émis cette nuit du vendredi 19 février depuis les locaux du centre d'orphelinat de la FGKM Topaz à Mbuntimble, là où d'ailleurs le lendemain Slav s'est fait arrêter par la DST. En tout cas, il appartient à la justice et à elle seule d'évaluer juridiquement et judiciairement le degré d'implication du pasteur Lala Rasendraas dans cette affaire consécutivement à ses aveux circonstanciés faits par Demoiselle Tantel. Par ailleurs, maître Stephenson Roland Ranarvoni, avocat à la cour en exercice à Antananarivo, a été saisi et payé par la FGKM pour assurer la défense de Demoiselle Tantel. Néanmoins, cet avocat s'est encore fait payer par Demoiselle Tantel de la somme de 400 000 arrières pour assurer la défense de cette dernière. Tout comme ce membre du barreau a également saisi les parents de Demoiselle Tantel pour avoir la même somme d'argent qui sera soi-disant à remettre au directeur de la DST pour que sa cliente puisse recouvrer sa liberté. Ainsi, la DST a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire à l'encontre de cet avocat pour 3 chefs d'inculpation ou d'accusation, extorsion de fonds, trafic d'influence et tentative de corruption. De ce fait, la même DST lui a signifié de faire appel au service de l'un de ses collègues avocats pour assurer sa défense, ce qui fut chose faite dès ce lundi 28 février. De tout ce qui précède, la DST a pris les dispositions qui s'imposent pour assurer la sécurité personnelle de Demoiselle Tantel. D'ailleurs, au milieu de la journée de ce lundi 28 février, l'un des gardes de corps du pasteur Lala Rasendraas est venu en personne au bureau de la DST dans le dessein de souhaiter une audience urgente auprès du directeur de cette direction de la sécurité du territoire. Ce dernier n'a donné aucune suite à cette sollicitation, le garde du corps en question n'ayant rien à voir avec l'affaire Radio Ngas, et ce communiqué date du 28 février. La coopération entre Madagascar et Maurice touche notamment l'agroalimentaire et le tourisme. Le projet sécurité alimentaire prévu dans la région de l'océan Indien fait d'ailleurs de Madagascar une source d'approvisionnement. Voici le reportage de Nur Arnold. Monsieur Arnaud Dallet est président du groupe Ciel composé de Floréal Knitwear, Aquarelle, Tropic Knits, Finance et Services. Ce groupe a choisi de rester à Madagascar, contribuant ainsi à stabiliser la conjoncture politique malgré la crise et la suspension de Madagascar de l'AGOA. Le diplomate malgache, M. Richard Via, a insisté sur les 2 mamelles de la coopération entre Madagascar et Maurice, que sont l'agroalimentaire et le tourisme, au moment où la crise alimentaire frappe à nos portes, a-t-il rappelé. Il a ensuite explicité le projet sécurité alimentaire dans la région, avec Madagascar comme source d'approvisionnement. Il n'a pas manqué d'inviter le secteur privé mauricien, venu en nombre à cette soirée, à participer au Forum international de l'investissement touristique qui se tiendra cette année à Madagascar, ainsi qu'à réaliser ensemble le projet de la résidence des résidents, car s'inspirant du Residential Estate Sim, Maurice ayant une expertise reconnue en la matière. À l'adresse des consuls honoraires présents à la réception, M. Via leur a lancé un appel à mieux faire connaître Madagascar auprès des pays qu'il représente afin de réaliser une coopération triangulaire repensée.
La région Analamang est très souvent considérée comme un lieu de transit pour les touristes qui privilégient entre autres la mer ou les parcs nationaux. L'Office régional du tourisme Analamang ambitionne de changer cet état de choses. Elle organise tous les mois des randonnées destinées à montrer la beauté d'Analamang sous tous les angles. Voici le compte-rendu de Radisson Wangersoul de la TVM Analamang. Samedi dernier, afin de profiter de la saison de pluie, l'Office régional du tourisme Analamang a organisé une descente en canoë sur la rivière Dandoum, dont le point de départ s'est tenu dans le village de Béens et s'est terminé aux dernières chutes de la rivière juste en bas du village d'Amboissar-Kelly. En général, la sortie s'est bien déroulée et a offert aux participants une envie de recommencer. Intéressante, beaucoup de mouvements, ça faisait peur avec les descentes là, les barrages. C'est intéressant. Le principal objectif de l'Office régional du tourisme Analamang est d'offrir aux touristes une nouvelle vision de Tana. Nous, à l'Office régional du tourisme, on ne fait que promouvoir, faire connaître et nous voudrions que les opérateurs prennent le relais et nous voudrions aussi que les touristes sachent que telle prestation existe. Et puis, pour l'année 2011, ce que nous voulons, c'est de positionner la destination Antananarivo de sorte à ce que tout voyageur qui vient à Madagascar sache qu'il faut un minimum de séjours à passer dans la région d'Analamang pour profiter des choses agréables qui existent, à découvrir des produits touristiques spécifiques de la région. Comme chaque mois, le prochain descente en canoë organisé par l'Ortana aura lieu le 19 mars dans la partie ouest de Tana. L'équipe du service d'action sanitaire et sociale de la CNAPS organise des ateliers de formation pour les employeurs. Après un tirabé, Bernard Vutas bénéficie de cette formation axée sur les obligations des employeurs face aux droits des travailleurs. Philippe Génerson nous en dit plus. Le lycée Privien Tanso a abrité le deuxième atelier de formation organisé par le service d'action sanitaire et sociale de la CNAPS. 30 responsables d'institutions publiques et 40 dirigeants d'entreprises et d'écoles privées en sont les principaux bénéficiaires de cette formation. Certains employeurs sont conscients que le respect des droits des travailleurs a une répercussion positive pour le bon fonctionnement de leur entreprise, ce qui leur a incité à verser leurs cotisations de ces travailleurs. Le directeur de l'école privée catholique d'Analavour nous a témoigné que tous les 40 enseignants et éducateurs au sein de son école sont tous affiliés à la CNAPS depuis la création de cette école privée. Ce directeur continua dans son explication que la déclaration nominative des salaires et le versement des cotisations sont nécessaires pour le droit des travailleurs. Certaines enseignantes méritent d'avoir leurs allocations familiales en cas de grossesse ou après la naissance du bébé. Quant à lui, le chef de la région d'Itas, Andjiamalala Sulmampion, a également donné un bon exemple à toutes les autorités publiques qui nient encore les prestations sociales offertes aux travailleurs malagasy. Ainsi, avec sa nouvelle équipe, le chef de la région d'Itas a payé toutes les cotisations de ses employés afin que ces travailleurs puissent jouir de leurs propres droits, prestations familiales, accidents de travail et maladies professionnelles et la pension de retraite. Lors de son allocution, le directeur général de la CNAPS, Arzakara Bekut Raoul Romain, a mis en exergue la politique de proximité de la CNAPS et l'objectif de cette formation qui est de vulgariser le code de prévoyance sociale et de sensibiliser les employeurs face à leurs obligations envers les droits des travailleurs. Sachez enfin que cet atelier de formation prendra fin jeudi prochain. Au Burundi, le retour de la diaspora au pays après de longs séjours en Europe est une aubaine. Une fois chez eux, ces étudiants diplômés créent des entreprises et des emplois. Voyons les détails dans ce reportage. Elle a vécu en Europe pendant 10 ans, mais aujourd'hui, elle veut un nouveau départ. Un nouveau départ dans son pays, le Burundi. Sandra Chibura est rentrée avec sa famille il y a quelques mois. Pas encore d'emploi fixe, mais bon espoir d'en trouver un avec sa licence en informatique obtenue en Belgique. Mais ce retour, Sandra l'explique aussi par le besoin de rattraper ses camarades restés au pays pour qui la réussite a été plus rapide. Quand nous migrons souvent pour des raisons économiques et nous pensons trouver une meilleure vie de l'autre côté. Mon constat
a été que les amis que j'ai laissés, les gens de ma génération que j'ai laissés ici, sont nettement mieux installés financièrement, en tout cas, que ceux qui ont migré. Quand on revient, on doit tout recommencer à zéro. On a 15 ans, 20 ans de retard. Selon Sandra, le racisme en Occident a ralenti sa carrière. L'Eldorado, c'est donc chez soi. C'est aussi ce que s'est dit Denis, autrefois étudiant en Europe, aujourd'hui chef d'entreprise. Rentré au pays, il lui a réussi. Il dirige une usine de fabrication de meubles qui compte plus de 50 salariés. Il suffit seulement de s'y mettre pour pouvoir dégager certains créneaux, développer certains services et produits qui ne sont pas développés sur place. Le gouvernement a créé une direction de la diaspora au ministère des Affaires étrangères. Le but est d'appeler au retour encore plus de Burundais diplômés vivant modestement en Europe. Le Burundi voit en eux des acteurs potentiels d'une dynamisation du secteur privé. Ceux qui rentrent à titre individuel, généralement rentrent avec un projet bien défini et ne recourent même pas au service du ministère des Relations extérieures. Mais ceux qui recourent au ministère des Relations extérieures, nous les appuyons. Selon le gouvernement, les Burundais qui rentrent sont souvent assez expérimentés pour lancer leur propre affaire, ce qui en fait des créateurs d'emplois. Et l'emploi, c'est un des rares éléments susceptibles de décourager les jeunes de partir à l'aventure en Occident. Au Sénégal, les sacs en plastique polluent à la fois les plages et les champs, mais aussi les villes. Ces déchets sont ramassés, triés et recyclés pour en faire des récipients de toutes sortes, une activité qui génère également des emplois en temps de crise. Les détails. Les Sénégalais utilisent chaque année 2 milliards de sacs plastiques qui finissent tôt ou tard sur les plages et dans les champs. Une calamité pour l'environnement et pour les animaux qui les mangent et meurent étouffés. Au mieux, ils échouent dans la gigantesque décharge de Mbebes au sud de Dakar. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ils sont ramassés, triés et embarqués jusqu'à une usine de recyclage où ils pourront être transformés en bassines et en seaux. Le procédé technique est simple. On porte les plastiques à haute température, on récupère une pâte épaisse que l'on peut mouler sur des presses de différents formats. Partout, c'était intenable de voir le pays jonché de plastique, de détritus. Vous allez à l'entrée des villes, c'est des dépotoirs de plastique. L'arrivée de Sodia Place constitue un ouf de soulagement parce que le déchet devient utilisable. Ce produit fini que nous obtenons sont très recherchés, très prisés par les populations parce que non seulement nous arrivons à des coûts faibles et de bonne qualité. Ces sacs plastiques deviendront de solides bassines, des seaux et des planches à laver revendus au Sénégal et dans la sous-région. Ce recyclage des déchets plastiques devrait créer des centaines d'emplois pour les jeunes, puisque les autorités ont commencé à ouvrir des points de ramassage sur les principaux marchés du pays. Dès 8 h le matin, nous ramassons des plastiques sur le grand marché. On les met dans des sacs, on les pèse et des camions les emportent à l'usine. On gagne un petit salaire. Ici, 2 emplois ont été créés. Point faible de cette usine qui ne fonctionne que depuis quelques mois, les fumées rejetées dans l'atmosphère sans être traitées. Elles sont dangereuses pour les ouvriers qui ne supportent pas toujours leur masque durant de longues heures de travail. Des installations plus performantes sont envisagées. Une usine du même type vient d'ouvrir ses portes dans la capitale guinéenne. Point final à cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Au revoir.